Tony, tu regardes un Captain America? J'adore. Tu savais que quand j'étais jeune, je regardais ça aussi? C'est vrai? Mais c'est aussi vieux que ça, les Marvel? Raconte-moi. Bah oui, les comics, c'est plus vieux que moi. Les premiers sont sortis en 1939, pendant la Seconde Guerre mondiale. En réalité, c'était plutôt mon grand frère qui regardait Captain America. Moi, j'étais un peu trop petite. Je me souviens pas très bien, mais Captain America se battait contre des méchants Allemands. En effet, Captain America a été marquant au début de la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens de la première couverture, ça doit être en mars 1941. On voit Captain America qui frappe Hitler, et le titre c'était « Le défenseur de la démocratie ». Les dessinateurs, ils ont même poussé le souci du détail jusqu'à dessiner la destruction d'une usine américaine par les nazis dans une télé dans le fond, tout cela pour justifier l'intervention américaine. Ça parlait vraiment aux gens à l'époque. Avec l'attaque de Pearl Harbor en 1941, les comics ils vont se transformer. Avant, les comics ils étaient assez populistes et ils s'attaquaient aux businessmen et aux banquiers. Et après l'attaque, on va intégrer une dimension nationaliste dans le héros. Captain America est le principal exemple de cela avec son costume et son bouclier aux couleurs du drapeau américain. C'est vrai ce que tu dis, Steven. Mais moi, dans les années 60, quand je lisais les comics, mon héros préféré, c'était Iron Man. Tout le monde lisait des comics books. Chaque mois, on vendait 230 000 exemplaires de chaque titre de Marvel. Il y avait 2 comics books principaux et rivaux. DC Comics avec Superman, Batman, etc. et les Marvel. Mes amis et moi, on était tous fans d'Iron Man. Mais mamie, c'est n'importe quoi. Iron Man, c'est un film, pas un comics. Mais non, c'était d'abord un comics créé en 1963. Iron Man, c'est l'histoire d'un Américain qui s'appelle Tony Stark. C'est un vrai playboy. Il travaille dans une fabrique d'armes américaine et il doit partir au Vietnam alors que c'est la guerre. Il est blessé par une mine et capturé par des Asiatiques communistes qui lui fabriquent une armure équipée de transistors. Heureusement, il arrive à s'échapper et part défendre l'Amérique. Raison Peggy, Iron Man est la figure majeure de l'anticommunisme dans le monde Marvel à partir de 1963. C'est véritablement le héros de la guerre froide avec la plus grande dimension idéologique. Dans plus d'un tiers des histoires entre 1963 et 1966, il se bat contre un adversaire communiste, le plus souvent un soviétique. Mon super vilain préféré, ça reste vraiment le mandarin. Il a quand même voulu provoquer la 3e guerre mondiale en lançant des missiles sur les États-Unis et sur l'URSS. C'est l'ennemi juré d'Iron Man. Il a voulu le faire passer pour un traître et un communiste. Mais Iron Man reste toujours le plus fort. C'est intéressant parce qu'ils ont choisi un super vilain chinois en 1964, au moment où au sein du bloc communiste, on observe des dissidences. La Chine prend ses distances avec l'URSS et affirme son influence sur la scène internationale avec le mouvement maoïste. Et surtout, en 1964, c'est l'année où la Chine obtient l'arme nucléaire. Le choix du mandarin comme ennemi n'est donc pas anodin. Oui, en effet, Iron Man a eu de nombreux ennemis. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que chacun incarne une menace spécifique dans la guerre froide, alors que le héros, lui, reste stable, fidèle à l'image des États-Unis. Ainsi, le premier ennemi d'Iron Man, c'est Wong Shu, qui est un chef communiste au Vietnam. Le mandarin, comme tu l'as dit Peggy, incarne lui la peur de l'escalade nucléaire. Le Red Barbarian est lui symptomatique de la peur de l'espionnage militaire. De nombreux ennemis d'Iron Man sont des espions soviétiques comme la Licorne ou Actor, ou alors des scientifiques comme l'Homme Titanieur ou Crusher, qui lui en plus est au service des pays sud-américains. On voit bien donc que chaque ennemi d'Iron Man évolue en fonction de la situation et du contexte international. Mais à votre époque, tout le monde détestait vraiment les Asiatiques et les communistes? C'est pas très gentil. Non, c'est un peu caricatural. C'est plutôt de la propagande. Tu sais, à l'époque, c'était la guerre froide, et ce contexte a vraiment marqué la culture et l'identité américaine, notamment au niveau des arts, que ce soit la musique, le cinéma, la BD. On a souvent essayé de mettre en avant et d'idéaliser le modèle américain. Tu vois, Iron Man, il est fort, rapide, beau, intelligent, gentil. Il remplit ses devoirs de citoyen et aime son pays. Il est l'opposé de ses ennemis qu'on essaie de diaboliser. Oui, les comics sont une des principales illustrations du soft power américain. Dans les années 1950, on assiste ainsi à la création du mythe d'une unité autour d'une identité nationale. On a une vision de l'Amérique comme un pays composé d'individus autonomes et engagés dans une mission progressiste d'inspiration divine, comme s'ils étaient les leaders du monde, autour de la liberté, du progrès, de la providence. Les comics sont le reflet de ce qui se passe dans la société américaine où le début de la guerre froide voit un véritable effort de définition d'une identité américaine commune. Affirmer la posture non idéologique de l'identité américaine masque en fait une position idéologique forte qui utilise la rhétorique d'une identité nationale américaine pour réaliser l'hégémonie culturelle. Et ce consensus est vraiment un moment unique aux États-Unis. Oui, c'est vrai, mais faut pas oublier que les Marvel sont très caricaturales et cherchent à faire passer un message, un modèle idéal. Il y a toujours un combat binaire entre le bien et le mal, et on cherche à nous convaincre du bien fondé moral de la lutte contre les communistes. Mais tu te doutes bien que ça ne représente pas vraiment les Américains de l'époque. Mais c'est pas grave, ça marche. Tout le monde a envie d'être américain en lisant les comics.
Oui, c'est vrai que les comics sont également représentatifs d'un certain anti-communisme, comme tu l'as noté, Tony. Mais même si tous les livres ne font pas référence directe à la guerre froide, les principaux personnages de l'univers Marvel, ils sont créés entre 1961 et 1964, donc dans un contexte de guerre des blocs, et ils affrontent des ennemis communistes. Les comics, ils offrent une définition du bien et du mal, de certaines valeurs et vertus, et finalement ils représentent un guide pour l'action. Le héros, il exemplifie les valeurs de la société, tandis que le vilain, lui, personnifie les menaces que va rencontrer la nation. Et cela passe notamment par une certaine forme de caricature des vilains, c'est vrai. Oui, et puis au final, Captain America, Iron Man et les autres héros ont diffusé une image de grandeur de l'Amérique, forte et prospère, et mettent en avant les valeurs de liberté, de démocratie. Les Marvel, c'est la construction d'un idéal américain qui porte les États-Unis au sommet de leur puissance dans le monde par le biais des comics. Désolée, je m'emballe un petit peu. D'accord mamie, je comprends. Ils font en sorte que tout le monde aime les héros et déteste les méchants. Mais c'est pas vrai en fait. Oui, c'est ça. Ça me fait penser que les Marvel, c'est vraiment plein de détails historiques que tu peux comprendre quand tu connais bien l'histoire et la société américaine. Par exemple, pendant la guerre froide, l'enjeu nucléaire était très présent, et certains avaient même peur des risques nucléaires. Surtout dans les années 60 avec la crise de Cuba, etc. Eh bien, dans les comics, Hulk se bat contre les soviétiques pour protéger les techniques nucléaires américaines. Et c'est bien sûr inspiré de la réalité puisqu'on sait aujourd'hui que l'espionnage technologique était essentiel pour arriver à développer l'arme nucléaire. Oui, c'est vrai que le nucléaire, il a entraîné de véritables fantasmes dans la population américaine, autour des dangers de la technologie, des mutations de l'homme. Le nucléaire est perçu comme un danger, surtout s'il est dans les mains de l'ennemi. Et oui, comme tu l'as dit, dans un de ses premiers combats, Hulk empêche l'URSS de s'emparer de l'arme nucléaire. Mais cette thématique, elle est présente vraiment dans tout l'univers Marvel, où de nombreux héros obtiennent leur pouvoir suite à des radiations. Ah d'accord, mais pourquoi mes parents ils lisaient pas les Marvel alors? Ils m'en ont jamais parlé comme ça? Bah tu sais, pour la génération de tes parents, les comics c'était un peu passé de mode. À la fin des années 70, il y avait un tiers de lecteurs en moins. Et surtout, c'était plus trop des jeunes qui lisaient des comics. C'était surtout les gens de notre génération, avec ton grand-père, qui continuaient à en acheter pour en faire la collection, en souvenir de leurs belles années dans une Amérique symbole de liberté, de prospérité, ce qui va être remis en cause par les générations de tes parents. Ta grand-mère a raison, Tony. La guerre froide va voir progressivement décliner le consensus. Il me semble que l'année vraiment qui est marquante, c'est 1968. D'abord, l'offensive du Tet au Vietnam, ça va être un tournant. On va voir un véritable mouvement d'opposition à la guerre qui se développe. Et de plus, les questions raciales ne sont toujours pas réglées malgré certaines avancées. Tout cela, ça provoque une interrogation sur l'identité américaine, sur les valeurs défendues par les États-Unis. Et on va voir apparaître dans les comics de plus en plus de questionnements autour de l'identité, notamment avec l'apparition de héros aux identités multiples. Et encore une fois, cela, c'est vraiment, ça montre que les comics sont une vraie transcription de ce qui se passe dans la société américaine à l'époque. Mais moi, quand je regarde les Marvel aujourd'hui, les méchants, c'est plus les communistes. Moi, les méchants, c'est les terroristes. C'est bien que tu te rendes compte de ça dès maintenant, Tony. En effet, les films issus de l'univers Marvel sont un reflet de la société américaine. Les méchants sont donc réactualisés. Dans Iron Man, ce sont plus les communistes qui le capturent, mais les talibans. Si la propagande faite par Marvel durant la guerre froide était très visible, elle existe encore aujourd'hui malgré le contexte de paix, mais on la voit moins, notamment à cause du fait que les ennemis sont moins clairement définis. Il est donc très important de toujours conserver un certain regard critique, même sur des films. Ah, c'est trop cool d'apprendre l'histoire avec les super-héros.